Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 26e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs et cette fois-ci sur le thème de la sagesse et l'homme. Nous avons une première citation de Diderot. Homme, c'est un être sentant, réfléchissant, pensant, qui se promène librement sur la surface de la terre, qui paraît être à la tête de tous les animaux sur lesquels il exerce sa domination, qui vit en société, qui a inventé des sciences et des arts. Ah, l'homme, c'est un être possédant plein de qualités exceptionnelles. Peut-être la plus importante, c'est la conscience des choses, de lui-même et des autres, qu'on peut moins donner à certains animaux. Donc en fait, un homme se promène aussi apparemment librement et il a conquis toute la planète Terre sur laquelle il se déplace librement maintenant, sous l'eau, dans les airs. Et après, malheureusement ou heureusement, cela dépend du point de vue, on domine les autres animaux. La majorité des animaux sont cloisonnés dans certains espaces qu'on leur laisse et tout le reste, on se l'approprie. Donc, on exerce une certaine domination sur l'espèce animale. Et de plus, on l'exploite pour en retirer de la viande, du lait et plein de choses. On peut se poser la question de la moralité de l'homme vis-à-vis des animaux. Et puis, le côté plus positif de la citation de Diderot, c'est que l'homme a réussi à fonder une société humaine. Et ça, apparemment, dans d'autres espèces, on ne le voit pas. On ne voit pas de société d'animaux qui sont plus que dans peut-être les fourmilières ou les petites entités. Mais de grosses entités en société, c'est typiquement pour l'être humain. Et puis peut-être la plus belle des inventions découvertes de l'être humain, c'est certainement les sciences et les arts. Ça a permis, grâce aux sciences et aux arts, à l'être humain d'évoluer très positivement depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à arriver à une espérance de vie qui a été multipliée par 3 par rapport à avant, où on n'avait qu'une espérance de vie de 25 ans, et maintenant, dans les pays riches, on a une espérance de vie de 80 ans, grâce en particulier à notre science et aussi à notre art. Très bien, mais justement, là, est-ce que cette domination, ça va pas être un peu son talon d'Achille, parce que s'il continue à dominer non seulement les animaux, mais toute la planète, est-ce qu'il va pas y avoir un retour de bâton, qui va mettre en péril l'humanité? Ah, c'est inévitable. L'extinction massive des espèces animales provoque un dérèglement biologique du cycle naturel de l'écologie. C'est que l'écologie, la compréhension du système écologique est très compliquée. Et ce qui est très surprenant quand on étudie un peu ça, c'est que toute espèce, normalement, à part certains cas très particuliers, mais en général, toute espèce a son utilité dans l'écologie. Toute espèce, toute espèce a son rôle dans le L'é- recyclage éternel des L'écosystème, ressources. l'écosystème planète. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire les fourmis font leur rôle, les tortues aussi, les éléphants aussi, etc. Et c'est un recyclage perpétuel de la matière sur Terre. Et les animaux en sont une clé essentielle. Par exemple, les abeilles pour la pollinisation des fleurs est essentielle. S'il n'y a pas les abeilles qui butinent, les fleurs ne progressent pas, ne, ne, ne se divulguent pas.
Donc en fait, l'écosystème, l'homme doit s'intégrer à l'écosystème et pas essayer de le dominer. De toute façon, essayer de dominer la nature, c'est un peu une utopie humaine parce que la nature sera de toute façon la plus forte à la fin. Elle a une force et une énergie titanesque par rapport à ce que peut faire faiblement l'être humain. Par exemple, on a vu lors des tsunamis, des volcans à Pompéi, que l'homme n'y pouvait rien face au déchaînement de la nature. C'est pourtant pas ce que croient certains. Et est-ce que finalement l'homme va arriver à passer la barrière grâce à l'hypertrophie de son cerveau et de sa matière grise? Ah ben, en tout cas, il faut espérer que on, on arrive à un certain équilibre entre l'être humain et la nature. Et il ne faut pas essayer de dominer la nature, mais essayer de coopérer avec elle. Et d'ailleurs, une des religions philosophiques qui ont bien compris ça depuis des millénaires, c'est les chamans d'Amérique du Sud. Très bien. Mais nous passons maintenant à Pierre Charon. L'homme est un sujet merveilleusement divers et ondoyant, sur lequel il est très mal aisé d'y asseoir un jugement assuré. D'abord, il, il faut se rappeler que l'être humain n'est pas stable par essence. C'est qu'il fluctue régulièrement dans sa journée. Et alors, au cours de sa vie, les étapes successives de sa vie, alors là, l'être humain évolue considérablement. Si vous prenez toute la vie d'un être humain en photo, par exemple, comme on l'a dans les albums de famille, vous pouvez voir la grande différence entre le bébé nourrisson, l'homme adulte et le vieillard, par exemple. Donc, en fait, change au cours du temps de façon qui dépend de chacun, mais de façon assez inéluctable. Donc, déjà, il faut savoir à quel moment vous jugez un homme de sa vie. Et puis aussi, il faut se rappeler certaines maximes. Avant de devenir vieux et sage, il faut commencer par être jeune et stupide, donc faire plein d'erreurs de jeunesse, par exemple. Mais est-ce qu'on juge un homme uniquement sur ses erreurs de jeunesse? Mystère. Non. Pour juger un homme, il faut déjà le prendre dans son intégralité. Et ça demande une bonne connaissance de cette personne qui n'est pas donnée à tout le monde. Avant de juger quelqu'un, il faut d'abord le connaître en profondeur. Sinon, vous ne le jugerez pas, vous émettrez des avis, des opinions, et qui sont en général mauvaises. Et alors, est-ce que cette définition d'être divers, merveilleusement divers et ondoyant s'applique à tous les hommes, et notamment, ben, on s'étonne un peu par rapport les mathématiciens. On pourrait croire que pour eux, justement, tout n'est pas divers et ondoyant, mais logique et démontré. Est-ce qu'ils, Ah, du coup, est-ce qu'ils répondent vraiment à cette définition de l'homme? ben, en fait, c'est une règle absolue, mais dans cette règle absolue, il y a tous les, entre guillemets, tous les goûts sont dans la nature. C'est-à-dire qu'il y aura certains êtres humains qui sont assez routiniers, assez monotones, donc ils auront peu de diversité, mais un peu quand même. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont plutôt baroudeurs et faisant toujours des choses différentes, où cette personne aura plus de diversité en elle. Donc, c'est aussi relatif. C'est une règle universelle, mais qui est relative dans son intensité à chaque individu. En tout cas, Pierre Charon a l'air d'avoir été au contact d'hommes pas faciles à calculer, comme on dirait.
Ah, mais ça, quiconque connaît en profondeur l'âme humaine se rend compte que c'est vraiment pas simple avant de comprendre un homme, soi-même ou son ami ou un proche. C'est tellement complexe. Oui, ben maintenant, donc, passons à Confucius, qui a dit: l'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais non se courber. Oui, en général, un homme qui cherche plutôt à faire le bien essaye d'être juste. Mais comme il sait aussi qu'il ne sait pas tout et qu'il fait des erreurs, comme d'habitude, nul être humain est parfait. Donc, il évite d'être inflexible tout le temps. Parce qu'il sait que si jamais il fait une erreur et qu'il est inflexible, il va persévérer violemment dans son erreur et ça va être assez néfaste. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus juste possible, mais pas inflexible. Il faut savoir raison garder, reconnaître aussi ses maladresses et ses erreurs. On n'a pas toujours la vérité. Et alors pour la deuxième partie, euh, face au chef, face au dominant, ou je sais, au dictateur, ou je sais pas quoi, il sait faire la part des choses, l'homme de bien, mais il s'agenouille pas devant lui. Il sait composer avec l'adversité, mais sans s'affaiblir et se renier. Ok. Et donc là, comme dernière citation, nous passons donc à Jacqueline Kellen, qui nous fait une longue citation. Il dépend de l'homme de choisir la liberté ou la servitude, la grandeur ou la lâcheté, la vulgarité ou la noblesse du cœur, la générosité ou la violence, la haine ou la magnanimité, la droiture ou le mensonge. Il dépend de l'homme d'être ou non un relais pour l'amour, la beauté, la joie, suivant la devise Trine de Pic de la Mirandole. Il dépend de lui de faire de son existence une navrante banalité ou un cantique. Cette citation a un fond excellent, mais en revanche, sa forme est un peu trop binaire. C'est-à-dire que c'est un peu trop blanc ou noir. Et il manque un peu toutes les nuances de gris. Mais sinon, le fond de cette citation est bonne. C'est-à-dire que l'être humain a la liberté de penser, la liberté de choisir. Et ça, c'est fondamentalement important à comprendre. C'est que face à des événements, on est libre de choisir la direction A ou la direction B, suivant les cas, en schématisant simplement. Mais il n'y a pas de règle absolue. C'est-à-dire que en général, par exemple, il vaut mieux la noblesse du cœur et des propos à la vulgarité, mais il y a certains cas où une bonne dose de vulgarité fait clairement comprendre ses propos. Ou un autre exemple, dans la majorité des cas, il vaut mieux être généreux, mais en revanche, si on se fait agresser, ou si quelqu'un agresse sa mère, ou je ne sais pas quoi, et bien là, dans ce cas-là, il vaut mieux être violent et défendre ses proches. Donc, pas simple. Mais comme un autre cas, il vaut mieux être toujours dans la droiture et la vérité et éviter un maximum le mensonge. Mais exception, si on est pendant la Seconde Guerre mondiale face aux nazis, et qu'on connaît des juifs, et ben là, si on a la question d'un SS qui nous dit est-ce que vous connaissez des juifs, ben dans ce cas-là, il vaut mieux mentir si on veut être dans la morale
du bien. Donc compliqué. C'est pas blanc ou noir, mais toutes les nuances de gris. Et il n'y a pas de règle absolue. Euh, Ça dépend des cas et des événements. Parfois, le mensonge est meilleur allié que la vérité. Oui, donc on peut dire que oui, souvent, donc c'est une propriété ou une qualité négative qu'on va développer pour développer une stratégie en vue d'atteindre donc la qualité positive, quoi. Et oui, et puis il y a un célèbre principe mathématique de la multiplication qui dit que du négatif multiplié par du négatif donne du positif. Moins Donc c'est 2 ça. fois moins 3 est égal plus 6. Très bien. Bon, ben voilà, donc c'était la 26e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème donc de la sagesse et l'homme. Et la prochaine fois, nous développerons donc le thème de la sagesse et la folie. Ah, grand programme.